Comment Kémy Séba a-t-il fait pour marquer les esprits au point de réussir à mobiliser des foules à l'échelle de plusieurs pays? Au-delà de son cas, comment des leaders utilisent-ils la force du discours pour convaincre des gens de la justesse de leur combat jusqu'à réussir à mobiliser des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, parfois à l'échelle mondiale? De Martin Luther King à Greta Thunberg, en passant par Malcolm X ou encore le sous-commandant Marcos au Mexique au début des années 2000, tous ces leaders ont en commun de marquer les esprits par la puissance de leur verbe avant de mobiliser sur le terrain. Mais comment font-ils? Pour répondre à cette question, partons donc du cas du leader panafricain Kémy Séba. Analysons comment ce dernier a fait pour progressivement marquer les esprits, depuis son arrivée au Sénégal en 2011 jusqu'au déclenchement d'une mobilisation transnationale contre le franc CFA en 2017 depuis Dakar. Concept de l'analyse, it's the place to be. Premier point, lorsque l'on parle d'analyse du discours, on fait en fait référence au concept clé de cadrage du discours. Il s'agit d'un des concepts les plus importants à maîtriser en sociologie des mobilisations, car il permet de mieux comprendre pourquoi certains leaders réussissent à mobiliser alors que d'autres n'y parviennent pas. Second point, et peut-être le plus important à comprendre, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne suffit pas qu'une situation soit injuste pour qu'elle soit perçue comme telle et qu'elle donne lieu à une mobilisation. En effet, la recherche en sociologie des mobilisations démontre que les événements et les objets n'ont pas de signification par eux-mêmes. Dans les faits, une situation, un événement sont la plupart du temps perçus comme injustes si et seulement si des activistes décident de mener un travail de cadrage, c'est-à-dire une opération volontaire de construction de sens, d'interprétation à donner à un événement ou une situation. Le but, convaincre via cette opération de cadrage le public visé du bien fondé de la cause défendue par les activistes qui la portent. Les personnes qui font ce travail de cadrage, et il s'agit bien d'un réel travail volontaire, sont aussi appelées des entrepreneurs de cause ou de mobilisation. C'est à travers ce travail de cadrage qu'ils parviennent à rallier une masse critique de personnes qui seront à terme enclines à se mobiliser sur le terrain. Eh bien, c'est exactement ce travail de cadrage du discours qu'a préalablement et pendant des années fait le militant formé Kémy Séba jusqu'à réussir à déployer en 2017 une mobilisation transnationale contre le franc CFA depuis Dakar. Entrons maintenant dans le vif du sujet pour voir comment il s'y est pris. Kémy Séba arrive donc à Dakar en 2011 et la première chose qu'il fait, après avoir tenté une collaboration infructueuse avec le ministre sénégalais pour faire simple de l'époque du panafricanisme, Amadou Lamine Faye, est de fonder, grâce à ses contacts et sponsors qu'il détaille dans son ouvrage Supranégritude, une web radio qu'il nomme Afro Insolent. Il explique dans cet ouvrage et dans cette même page que son objectif à travers cette web radio était de, je cite, mener le combat que je ne cesse de mener depuis plus de 10 ans, un combat qu'il cadre comme panafricain, dissident et diffusant une négritude adaptée au XXIe siècle qu'il nomme Supranégritude. C'est à travers ce premier média, dont le nom même a, dit-il, été choisi pour, je cite, électriser les jeunesses du continent et de la diaspora, fermez les guillemets, ainsi qu'à travers une émission d'une autre radio nommée Convergence FM, qu'il commence son travail de cadrage. Il explique appeler via ses émissions radio depuis Dakar les afrodescendants à investir pour la reconstruction du continent africain. Dans ce même ouvrage, Supranégritude, il dit ambitionner, via ses émissions radio, de développer des analyses géopolitiques de premier plan. Le tout, dit-il, saupoudré d'une insolence provocatrice. Écoutons pour se faire une idée quelques minutes de l'une de ses émissions radio, Afro Insolent. Je reste insolent, nombre ou en solo. Comme la mort sur la vie, j'aurai toujours le dernier mot. Dis tu me dis oui, je te dirai non avec le sourire. Dis tu veux que je baisse les yeux, tu peux toujours courir, plutôt mourir. De ma dignité, les vautours pourront se nourrir. J'ai l'assurance de Malcolm, le charisme de Rally, la persuasion de Kémy, ceux qui le savent le valident. Je te regarde droit dans les yeux si tu le fais de travers. Toujours prêt pour un pas de terre, j'ai déjà mon coude sur la table. Une chose à ne pas faire, douter de ce dont je suis capable. Je suis le seul parmi des milliards. Je crie,
Convergence FM, la radio pour laquelle je travaille. Donc ça, c'est tous les jours et j'anime une émission qui passe à Dakar et dans l'Afrique de l'Ouest de manière générale, qui s'appelle Le Panafricain, que vous pouvez écouter si vous êtes installé en Afrique et que vous avez la radio, et une émission culturelle et cette fois-ci spécialement dédiée non pas aux échanges un peu plus urbains comme on peut le faire dans Afro en Solon, mais qui est simplement dans une démarche de promouvoir la connaissance de soi, promouvoir des thématiques qui ont trait à cette idéologie qui m'est si chère, qu'est le panafricanisme. Si vous avez bien écouté, il est fait référence dans la musique de ce générique à Mohamed Ali et à Malcolm X, deux personnages qui ont non seulement marqué l'histoire des Afro-Américains, mais qui ont été surtout formés par la Nation of Islam, tout comme l'a été Kemi Seba, comme je l'ai expliqué dans la vidéo suivante, et que je vous encourage à revisionner ou à visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Une deuxième étape, suite à l'installation de Kemi Seba au Sénégal en 2011, a été d'entamer une série de conférences dans, explique-t-il encore, les universités les plus prestigieuses d'Afrique de l'Ouest. Son but, y enseigner, d'après ses propres mots, en fait, y cadrer un discours, dit-il, panafricaniste révolutionnaire, teinté de son concept qu'il nomme la supranégritude. Un concept qu'il explique dans son ouvrage éponyme et que je ne peux, pour des raisons évidentes de longueur de vidéo, développer ici. Quoi qu'il en soit, en termes de sociologie des mobilisations, en termes de concept de l'analyse, il ne s'agit en réalité pas d'une simple opération de cadrage du discours, c'est-à-dire d'une opération volontaire de construction d'un sens, d'une interprétation à donner à un événement ou à une situation. En effet, le concept de panafricanisme existait déjà avant la naissance, avant l'apparition de Kemi Seba. Ce concept, ou plutôt ce projet politique, le panafricanisme, a notamment été porté par des personnages aussi importants, aussi célèbres que l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié ou encore par le père de l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah. Idem pour le concept de négritude, mis en exergue entre autres par le Guyanais Léon Gontran Damas ou encore par le Martiniquais Aimé Césaire. Kemi Seba ne parle cependant pas, comme nous l'avons vu précédemment, de panafricanisme tout court, mais de panafricanisme révolutionnaire, ni de négritude, mais de supranégritude. Il ne s'agit donc pas, selon moi, d'une simple opération de connexion des cadres, c'est-à-dire d'une opération de cadrage à travers laquelle le but aurait été uniquement de s'adresser à un public qui partagerait déjà le combat de Kemi Seba pour qu'il découvre ce même combat et le rejoigne. Il ne s'agit pas, selon moi non plus, d'une opération dite d'amplification des cadres, c'est-à-dire d'une opération de cadrage à travers le but aurait été de clarifier son combat auprès de ce public en argumentant afin d'expliquer que ce combat est lié à des idées qui existent déjà et dans le but de gagner ce public à sa cause. D'après moi, il s'agit d'une opération de cadrage plus complexe, car vous l'avez compris, il existe différents types de cadrage. Il s'agit, d'après moi, à minima, d'une opération dite d'extension des cadres, c'est-à-dire d'une opération de construction d'un discours à travers laquelle Kemi Seba aurait cherché à inclure dans les concepts, dans les projets initiaux de panafricanisme et de négritude, des idées qui n'y figuraient pas, d'y ajouter en quelque sorte sa propre idéologie. Et il pourrait peut-être même s'agir d'une opération encore plus audacieuse, plus complexe, une opération de construction de discours, de cadrage, dite de transformation des cadres. Dans ce cas, Kemi Seba aurait réorienté, dans un tout autre sens, le discours sur la négritude ainsi que le combat panafricain qui existait préalablement avant lui. Pour faire le bon diagnostic et savoir exactement de quel type d'opération de cadrage il s'agit, il faudrait lire les ouvrages de tous les auteurs, meneurs, activistes ou dirigeants dont Kemi Seba dit suivre les pas. Des personnalités historiques du panafricanisme et ou de la négritude que Kemi Seba cite dans son ouvrage afin peut-être de gagner en légitimité auprès du public africain et afrodescendant au sens large ciblé. Il faudrait ensuite comparer les discours et analyses de ces grandes personnalités à ceux que Kemi Seba développe lui-même dans ses ouvrages. Cela permettrait de déterminer si le storytelling, le narratif issu de cette opération de cadrage du discours est oui ou non fidèle au combat des panafricanistes et chantres de la négritude dont il se revendique. Ce travail, je ne peux évidemment pas le faire dans cette courte vidéo, mais j'encourage toute personne pour qui ces combats sont chers à le faire, à diffuser ensuite ses conclusions, non pas pour attaquer ou défendre Kemi Seba, mais pour comprendre avant de se positionner intellectuellement sur la pertinence ou non du combat de celui que l'IFRI qualifié en 2023 d'étoile centrale du néo-panafricanisme. Et revenons aux différentes étapes à travers lesquelles Kemi Seba a préalablement cadré ou recadré son discours panafricaniste révolutionnaire et de
supranégritude avant de mobiliser sur le terrain à partir de 2017. Première étape donc, la web radio, Afro-Insolent. Seconde étape, la tournée dans des universités d'Afrique de l'Ouest. Dans un troisième temps, entre 2013 et 2017, Kémy Séba s'est employé à intégrer successivement 3 chaînes de télévision ouest-africaines pour y poursuivre son opération de cadrage. Quelles sont ces chaînes ? Eh bien, il s'agit de la sénégalaise 2STV, de la camerounaise Africa TV, une chaîne dont je ne trouve pas le logo précis, et enfin l'ivoirienne Vox Africa. Sur chacune de ces chaînes, il s'exprime, dit-il, en tant que chroniqueur géopolitique dans des émissions qu'il présente comme très suivies. Il s'agit par exemple de l'émission Le Grand Rendez-vous sur la 2STV ou encore de l'émission Afro-Pertinent sur Vox Africa. Visionnons ensemble quelques extraits de ces émissions pour voir comment il s'y prend. Donc nous allons tout de suite passer à Kémy Séba avant de passer la parole à ces belles dames. Nous allons parler de votre livre Supranégritude que vous avez vous publié aux éditions Fiat Lux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous présentez-vous comme un africaniste, un panafricaniste, un prédicateur panafricaniste. Vous avez, c'est vrai, vous êtes assez jeune, mais vous avez un parcours qui date d'une dizaine d'années. Vous êtes français, comme on le sait. Vous êtes né là-bas, de parents d'origine béninoise. Je suis béninois aussi. Vous êtes béninois. Ouais, vous êtes béninois. J'ai toujours la nationalité française. Ah, mais vous avez la nationalité française. J'ai le double passeport. Vous avez le français et béninois. Français, ça me permet de voyager. Parce que j'ai beaucoup de conférences que j'effectue auprès de la diaspora. Et passeport béninois parce que c'est en réalité le pays d'où je viens. Et pour aller plus loin, en tant que panafricain, il est nécessaire que je puisse avoir le plus de passeports d'ailleurs possible du continent. Donc si je vis longtemps ici, j'espère que on me donnera cette possibilité d'avoir... Ça aurait été mieux de pouvoir voyager avec le passeport béninois et d'aller partout sans pouvoir... Le problème, c'est que vous savez, rien qu'avec le passeport français, on m'empêche déjà de voyager dans certains pays sous prétexte que je suis un militant politique africain, panafricain qui, soi-disant, selon les autorités occidentales, crée le trouble à l'ordre public à travers mes conférences. Donc si je n'ai pas ce papier-là, il est évident que certains tenteront de me poser encore plus de problèmes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais sachez que le combat que je mène n'est pas un jeu, n'est pas une simplicité. Et en ce sens-là, toutes les armes qui peuvent me permettre de voyager à différents endroits, je les utilise à bon escient. Et vous avez dit juste une dernière chose, après je vous laisse reposer votre autre question. Je ne me présente pas comme panafricain. Je crois reconnaître à votre phrase une étude minutieuse de ma fiche Wikipédia, mais en dehors de Wikipédia, si vous le permettez, j'existe parce que pour eux... En dehors de Wikipédia, vous existez à travers votre livre. Exactement. Et je suis un militant panafricain, c'est un sacerdoce pour moi. Panafricain, c'est un état de vie. C'est une réalité. Ce ne sont pas des discours simples, des discours creux que la plupart des gens ou en tout cas bon nombre de personnes prononcent dans des cocktails où se réunissent Africains pour parler de la beauté de l'Afrique sans jamais mettre les mains dans le cambouis. Je suis allé en prison pour cette idéologie panafricaine. Je risque à bien des endroits, et ceux qui me suivent et qui sont de plus en plus nombreux le savent, à bien des endroits en Occident ou ailleurs, ma vie pour ce combat-là que je mène, et parce que je m'oppose aussi à un autre schéma de vie que je critique et que je considère comme n'étant pas en adéquation avec la réalité de vie des Africains. Et donc, non, je ne me présente pas, c'est ce que je suis. Voilà. Il n'y a pas la shahada dans le panafricanisme, mais j'atteste que je vis, je vibre, je pleure et je souris pour ce continent africain et pour sa diaspora. Si vous avez lu le livre... Je l'ai lu. Mais c'est pour ça que je vais vous reprendre sur un point précis. Lorsque j'étudie, vous parlez de haine, etc., ça c'est peut-être la vision de Télésud, c'est pas la vision de la rue. Je le pense objectivement. Parce que la rue, j'y ai vécu. Non, mais votre vision, la Tribuca et Kémy Séba, c'était l'anti-blanc, c'est cette image que vous donnez. C'est pas vrai. Ça, c'est une ineptie que vous répétez des médias occidentaux, qui eux-mêmes, lorsqu'on est en privé, disent le contraire de... Mais vous disiez que dans vos réunions, vous ne vouliez pas qu'il y ait des blancs dans vos réunions, et même d'arabes, parce que pour vous, vous avez l'impression que les arabes étaient négrophobes. Je comprends bien. Non, c'est pas une impression. Il y a une négrophobie qui est réelle et qui est viscérale. Peut-être que vous ne la voyez pas dans Mamadou au Pays des Merveilles. Mais... oui, donc allons jusqu'au bout des choses. Quand il y a une réunion de famille, moi, je suis père de famille. Peut-être que vous invitez tous les voisins, et chacun sa famille, et chacun sa maison. Moi, dans ma famille, parce que je suis un petit peu anti-mondialiste, qui est visiblement le contraire de vous, et l'histoire dira qui avait raison, qui avait tort. Je pense avoir un temps d'avance dessus. Mais dans ma famille, quand il y a des problèmes à régler dans la famille, je les règle d'abord avec les miens. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Et les régler avec les siens ne veut pas dire être contre les autres. Mais il y a un moment,
quand vous avez ouvert les portes à tout le monde, vous avez besoin de la fermer. Quand vous réfléchissez un petit peu, il y a des gens qui sont déstructurés, qui sont objectivement désintégrés, ils pensent être intégrés mais ils sont désintégrés, et qui pensent qu'il faut être avec tout le monde, même si votre fils a un problème, vous priorisez les enfants des autres, parce qu'on vous a dit, on vous a répété pendant des années qu'il faut être avec tout le monde. Moi, je pars du principe, et la preuve, la meilleure des réponses, c'est aujourd'hui, c'est que ce discours que je tiens depuis des années, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des Blancs, des Arabes, aux côtés des Noirs, qui viennent dans des rassemblements massifs où il y a 400, 500 personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui disent qu'Kémy, on comprend pourquoi tu es dans cette démarche de fermeté. Parce qu'à un moment, il faut être capable de s'unir d'abord entre nous, avant de s'unir avec le reste de l'humanité. Moi, c'est ma réflexion. Et je veux dire que on dit toujours que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, mais parfois, au milieu du bal, il y a des indices. Et par rapport à l'écho qu'on a dans la rue, vous parliez tout à l'heure du fait qu'on prône la haine, etc., des clichés tellement caricaturaux que je ne veux même pas prendre la peine de me baisser, je risquerais de me faire mal au dos par rapport à ce que vous êtes en train d'énoncer. Non, je vous le dis sincèrement, c'est trop bas. Mais la haine dont vous parlez, que TF1 a dit avant vous, et visiblement vous le répétez gratuitement, vous savez, dans les faits, en effet, Attribuca était une structure qui était dans une logique de provocation, de démarcation. C'était soit ça, où il y avait le cran. C'était soit ça, il y avait des structures qui étaient dans un intégrationnisme, j'ai envie de dire, hystérique et caricatural. L'Attribuca avait plus d'écho dans la rue que toutes ces structures dont vous êtes certainement les amis. Vous n'avez aucune écoute, aucune audience de ces gens-là. Critiquer SOS Racisme, mais parce que ce sont des officines. Je vais vous répondre. La LICRA. Je vais vous répondre. Parce que ce sont des officines. SOS Racisme, c'est des juifs? Non. C'est vous, je vous laisse la responsabilité de vos mots. Non, mais peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Mais juste pour que je termine, non, mais visiblement, vous avez des informations que je n'ai pas. Je ne savais pas que les SOS Racisme, c'était des juifs. Mais ce que je veux vous dire, non, mais vous avez votre responsabilité, j'ai la mienne. Mais non, je ne vais pas vous faire perdre votre boulot, vous inquiétez pas. Encore une fois, cette manière de cadrer un discours par le clash, de performer, ce sens de la formule qui fait le buzz, qui fait de l'audimat et attire de potentiels militants, vient, selon moi, de la carrière militante fondamentale qu'a suivi Kémy Séba auprès de la Nation of Islam. Malcolm X et Mohamed Ali, qui ont également milité au sein de cette structure, qui ont été formés par la Nation of Islam, avaient eux aussi cette façon de s'exprimer en public et notamment lors de débats médiatiques. Je vous laisse faire vos recherches et visionner certaines de leurs interventions pour éventuellement vous en convaincre ou infirmer ce que je dis. Alors maintenant, je vous propose d'aller un peu plus loin, de faire une petite parenthèse pour tenter de comprendre comment Kémy Séba a non seulement réussi à marquer les esprits, mais surtout parvenu à recruter des militants. Et là, on risque de vous perdre, mais j'espère que vous resterez, puisque nous sommes quand même dans concept de analyse. Je voudrais évoquer avec vous très rapidement un autre concept, celui de catnet, forgé par le sociologue Charles Tilly. Ce concept, la catnet, est formé de deux composantes. La première, la catness, représente l'identité de groupe forgée par un entrepreneur de cause, ici Kémy Séba. La seconde composante, la netness, représente les liens de sociabilité construits par ce même entrepreneur de cause. En gros, la catness formée par Kémy Séba, l'identité de groupe qu'il forge à travers son cadrage est celle de l'Africain dominé par l'impérialisme et le néocolonialisme occidental. Un Africain opprimé mais fier, un Africain pourtant matrice de l'humanité, et il faut lire cet ouvrage pour comprendre de quoi je parle, et un Africain qui doit absolument se libérer par une révolution panafricaine. La netness, les réseaux de sociabilité, les liens entre les personnes qui le suivent, est formé par Kémy Séba à travers ses réseaux sociaux et ses followers. Des followers avec lesquels il échange souvent en commentaire, des followers qui se répondent les uns aux autres et qui se trouvent souvent dans plusieurs pays, voire sur plusieurs continent. Ce concept de catnet forgé par Charles Tilly permet de comprendre, selon moi, comment, grâce à ses interventions médiatiques, des interventions relayées sur ses réseaux sociaux, et même s'il s'appuie aussi sur de véritables réseaux militants de terrain, des réseaux qui existaient avant son arrivée en Afrique, nous le verrons, cela permet tout de même de comprendre comment Kémy Séba réussit à se constituer un véritable réservoir de militants qu'il mobilisera le moment venu. Dans l'Afrique libre ou la mort, Kémy Séba explique son cadrage, ses objectifs, les raisons pour lesquelles il a intégré les 3 chaînes télé précédemment citées. Lisons quelques extraits. Page 51, il écrit, je cite, ouvrez les guillemets, j'avais durant l'année suivant ma détention repris mes activités de chroniqueur géopolitique dans l'une des émissions télévisées les plus prisées de l'époque, en l'occurrence le grand rendez-vous sur la chaîne sénégalaise 2STV. Je n'étais pas entré dans le monde de la télévision pour goûter aux affres du show business africain tout aussi pathétique que le show business occidental, mais pour infiltrer l'esprit et le cœur de millions de mes semblables endormis par le mondialisme, autre nom de l'occidentalisation du monde. Le petit écran donnait du rêve au peuple qui avait la sensation de vivre le paradis, entre parenthèses par procuration, bien que survivant au quotidien dans la paupérisation la plus absolue.
La télévision était un outil d'asservissement des couches populaires géré par les matons, nos chefs d'État, ou les directeurs de prison, l'oligarchie capitaliste. Même les propriétaires de chaînes privées étaient soumis aux lois du marché et diffusaient ce qui leur rapportait de l'argent, à savoir bien souvent des programmes avilissants. En l'infiltrant, je prenais la responsabilité d'essayer, à mon petit niveau, de sortir du coma le plus grand nombre possible de frères et sœurs que je pourrais toucher. Ma méthodologie, c'était au gré du temps systématisée. Je prenais un fait politique africain d'actualité que je contextualisais, décryptais pour le peuple. Je m'arrangeais toujours pour trouver des propos chocs afin que de l'exemple politique ou social choisi, le téléspectateur puisse tirer un enseignement qui l'aiderait à davantage agir dans sa propre vie en tant qu'Africain averti. Mon taux d'audimat durant la saison 2014-2015 fut sans doute le plus stratosphérique en Afrique. Je n'en tirais aucune gloire illusoire. Je me réjouissais juste avec lucidité de la montée en puissance de la diffusion de nos idées. Considéré comme chef de groupuscule extrémiste noir hier via la Tribuca, je constatais que mes chroniques étaient reprises dans de nombreuses télévisions africaines et vues des centaines de milliers de fois, parfois des millions, sur Facebook et autres réseaux sociaux. Un grand nombre de jeunes originaires d'Afrique francophone ou de sa diaspora suivaient assidûment mon travail. Mon objectif était de les préparer à un futur proche où la confrontation avec la France-Afrique, autant qu'avec les forces mondialistes, deviendrait inévitable. Il me fallait, un peu à l'image du film Inception, avec DiCaprio, déposer une idée dans la tête des gens, la laisser mûrir afin que, d'eux-mêmes, ils puissent opérer le changement. Ce long extrait que je viens de vous lire démontrerait que Kémy Séba a volontairement et patiemment cadré son discours en direction de la jeunesse africaine afin de l'enrôler dans son combat politique ou géopolitique. Un cadrage, un travail volontaire, stratégique qui aurait particulièrement bien réussi si on s'y intéresse aujourd'hui quand on sait la place qu'a pris ce personnage sur la scène ouest-africaine. J'ai cependant bien dit démontrerait et non pas démontre, car il peut y avoir un biais d'analyse. En effet, il est aussi possible que Kémy Séba ait reconstruit ou réécrit a posteriori, à travers ses ouvrages, son parcours, son engagement en Afrique, afin de se présenter comme un leader charismatique, comme un fin stratège qui aurait tout pensé au millimètre et qui aurait donc forcément, et sans aucun doute possible, atteint ses objectifs. Il pourrait s'agir ainsi d'une façon pour lui de se poser en leader incontestable afin de convaincre encore plus de militants. Or, cela ne s'est peut-être pas forcément passé comme cela. Il se pourrait qu'il s'agisse, comme je le disais, d'une réécriture a posteriori de son propre parcours. Un parcours, une réussite qui se serait faite de façon en réalité hasardeuse, inattendue, au gré des événements, mais dont le résultat final, positif, aurait poussé son auteur, Kémy Séba, à réécrire la succession des événements et l'inéluctabilité de son succès. Ce que je viens de dire renvoie en fait à un autre concept d'analyse fondamental qui en histoire s'appelle la téléologie, un concept sur lequel nous reviendrons dans une vidéo future et qui constitue une erreur impardonnable pour toute historienne ou historien qui se respecte. Mais pour le moment, revenons au concept de cadrage du discours sur lequel nous nous sommes penchés dans cette vidéo à travers le cas de Kémy Séba. Cette opération de cadrage peut aussi s'analyser à travers le nom même que ce dernier donne à sa structure militante, l'ONG Urgence panafricaniste, appelée aussi URPANAF. Dans l'Afrique libre ou la mort toujours, il écrit avoir créé cette structure en décembre 2015 avec son ami Éric Djéhouti, un chercheur en sciences politiques et fils de militant de l'UPC, l'Union des populations camerounaises. Kémy Séba précise que dans le nom ONG Urgence panafricaniste, ni le terme d'ONG, ni celui de panafricaniste n'ont été choisis au hasard. Le franco-béninois écrit utiliser le premier pour ne pas attirer l'attention des autorités de le départ et ajoute, concernant le second, qu'il doit lui permettre de redonner vie au cadavre de l'idée prônant originellement l'unité des peuples d'Afrique et la résistance au capitalisme dérégulé. S'agit-il d'une opération d'extension des cadres, voire d'une opération de transformation des cadres? Je vous laisse pousser l'analyse et donner, si vous le souhaitez, votre avis en commentaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'au terme de cette longue opération de cadrage du discours qui donne lieu à un véritable storytelling ou narratif, une opération qui prend plusieurs années et que l'on pourrait encore décortiquer à travers par exemple la mobilisation de la figure du roi du Dahomey, Béhanzin, le Dahomey étant le nom précolonial du Bénin et Béhanzin étant une figure mythique dont Kémy Séba s'est régulièrement revendiqué. Ce n'est donc qu'après ce long travail de construction d'un discours médiatique, un discours qui a permis de recruter grâce aux médias
et aux réseaux sociaux des militants que Kémy Séba déclenche les mobilisations anti-franc CFA de 2017 dont j'ai parlé dans le premier épisode. Au-delà de l'action de Kémy Séba, mon but était de tenter d'expliquer comment des leaders utilisent la puissance du discours pour mobiliser. Nous avons vu, je l'espère, à travers cette étude de cas, en quoi une opération de cadrage du discours qui débouche sur un storytelling ou narratif est importante lorsque l'on mène un combat politique ou géopolitique. Une fois ce concept de cadrage du discours connu et maîtrisé, il est selon moi plus facile d'analyser les discours médiatiques que l'on entend, que ces derniers portent sur une manifestation, un mouvement de grève ou encore une guerre. Cela permet de tenter chacun à son échelle de décrypter la façon dont des faits, des événements bruts sont présentés, orientés dans un sens ou dans un autre. Sans tomber dans du complotisme, idée selon laquelle absolument tout ce qu'on nous dit serait manipulé dans un but caché de domination, mais sans être naïf non plus, car les stratégies de combat culturel, comme les théorisait Antonio Gramsci dans ses cahiers de prison, existent bel et bien. La maîtrise de ces concepts de cadrage du discours, de narratif ou de storytelling permet de se rendre compte que parfois, pour ne pas dire souvent, il y a certes des faits bruts, des événements qui se produisent réellement, mais que ces derniers sont cadrés, c'est-à-dire orientés à travers tout un discours par les personnes qui les présentent afin d'y proposer ensuite, voire d'y imposer leurs solutions, des solutions marquées par leur idéologie. La maîtrise de ces concepts permet enfin de réaliser qu'il y a aussi souvent ce que l'on appelle une lutte des cadrages, des narratifs ou des storytelling, une lutte des discours, des représentations dont les objectifs peuvent être d'influencer dans un sens ou dans un autre les opinions publiques, voire de recruter des militants. Rien de bien étonnant en fait, c'est simplement le propre de la politique et même de la géopolitique. Pour revenir à Kémy Séba, ce dernier réussit sa mobilisation transnationale anti-franc CFA de 2017, non seulement parce qu'il est un militant formé, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, non seulement parce qu'il a su patiemment cadrer ou recadrer un discours, produire un storytelling, recruter un réservoir transnational de militants, comme je viens de le démontrer, mais aussi, voire peut-être surtout, parce qu'il n'a en réalité pas agi à partir du néant. Il a en effet, dans les faits, bénéficié d'une structure des opportunités politiques favorables et d'un espace transnational des mouvements sociaux en pleine gestation depuis le début des années 2010 en Afrique. C'est sur ces deux concepts de l'analyse que je vous propose de nous pencher dans le prochain épisode. Concept de l'analyse, it's the place to be. À bientôt.